Merci d'être avec nous sur AL 24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 25 juillet. L'Algérie exprime sa profonde désapprobation de la décision de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Avec 30 martyrs et 146 blessés durant les dernières 24 heures, le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste s'alourdit à 39 175 martyrs et plus de 90 400 blessés. Les meilleurs exportateurs algériens primés à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en rappelant les réformes engagées par l'Algérie pour atteindre la sécurité alimentaire. Et puis présidentielle du 7 septembre en Algérie, l'ANI retient 3 dossiers de prétendants à la candidature sur les 16 déposés et les transfère à la Cour constitutionnelle. Bonsoir à tous. L'Algérie a exprimé ce jeudi sa profonde désapprobation de la décision qu'elle a qualifiée d'inattendue, inopportune et contre-productive de la France d'apporter son soutien en plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental, affirmant que le gouvernement algérien tirait toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français, apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette décision française n'aide pas à réunir les conditions d'un règlement pacifique de la question du Sahara occidental. Elle conforte une impasse, celle créée précisément par le prétendu plan d'autonomie marocain et qui dure depuis plus de 17 ans. Cette même décision française vient en pervertir et fausser les données en donnant une caution à un fait colonial et en apportant un soutien injustifiable à une souveraineté contestée et contestable du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette position française est d'autant plus malvenue qu'elle émane d'un membre permanent du Conseil de sécurité, censé agir en conformité avec les décisions de cet organe d'une manière particulière et avec la légalité internationale d'une manière générale. Le gouvernement algérien retient de la décision française qu'elle ne sert absolument pas l'objectif de la paix au Sahara occidental, qu'elle aide à prolonger une impasse et qu'elle justifie et aide à consolider le fait accompli colonial dans ce territoire. Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité. Et pour évoquer ce revirement, nous avons comme invité ce soir avec nous Saïd Ayachi. Saïd Ayachi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes plus à présenter pour nos téléspectateurs. Vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Vous êtes donc un fervent militant de la cause sahraoui. Alors, la question du Sahara occidental, justement, est avant tout une question de décolonisation. Les Nations Unies considèrent ce territoire comme étant non autonome depuis 1963 et soutiennent justement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc, dans ce cas-là, quel est l'objectif de manœuvre telle qu'opère la France aujourd'hui ? Alors, vous avez bien raison de rappeler que d'abord, que le dossier sahraoui est un problème de décolonisation, a été inscrit comme tel sur les tablettes des Nations Unies et donc justiciable de la résolution 1514 des Nations Unies qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. En ce sens, le dossier sahraoui fait partie des 17 dossiers inscrits dans le calendrier de la 4e commission, dite commission de décolonisation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette décision française est grave et lourde de conséquences. D'abord,
elle foule au pied le droit international parce que, en s'alignant sur les thèses marocaines d'accorder l'autonomie au Sahara occidental, elle est contre-productive par rapport au droit international. Le droit international ne parle pas d'autonomie, il parle d'autodétermination pour le peuple sahraoui, c'est-à-dire que le peuple se prononce de façon claire. Veut-il être indépendant, veut-il être annexé au Maroc, rattaché au Maroc. Et deuxièmement, elle est aussi grave pour la région parce elle augmente la menace d'instabilité et de sécurité dans la région puisqu'elle fait quattiser le conflit. Elle encourage le Maroc à aller de l'avant dans une position qui n'est aucunement conforme à la légalité internationale. Et puis, bien sûr, nous sommes frontaliers de ce pays où se déroule ce conflit et donc nous sommes concernés par les retombées de ce conflit et nous avons le droit de nous inquiéter d'une telle position de la France officielle. Oui, Saïd Ayachi, soutenir donc le plan d'autonomie défendu par le Maroc n'est-il pas une façon de rendre légal ou de légitimer le pillage des ressources sahraouis, comme le font d'ailleurs certains pays européens? C'est très juste, c'est très juste. Nous savons déjà depuis longtemps que, selon les experts, le Maroc engrange quelque chose comme 700 millions de dollars par an en commercialisant les produits agricoles et les produits halieutiques de pêche avec l'Union européenne, à telle enseigne d'ailleurs que le Front Polisario, comme vous le savez, a déposé plainte contre la légalité de ces accords et nous attendons dans quelques semaines le verdict définitif de la Cour de justice de l'Union européenne qui a donné totalement raison au Front Polisario et qui a demandé à l'Union européenne de dénoncer les accords d'association avec le Maroc en ce qui concerne bien entendu les produits marocains, les produits présentés comme étant marocains, mais venant du Sahara occidental. Et votre question est pertinente, puisqu'on sait que depuis quelque temps, la France avait encouragé les investissements dans la région de Dakhla, qui n'était qu'un prémisse à l'actuelle décision qui vient d'être prise. Et nous savons aussi que des entreprises espagnoles sont installées, 600 entreprises espagnoles. Aujourd'hui, l'entité sioniste, carrément, transforme le Maroc en une annexe économique de l'entité sioniste, puisqu'on sait que les terres sont vendues aux Israéliens, les entreprises israéliennes s'installent, ça se dispute entre Français, Espagnols, Israéliens. Donc l'économie marocaine est mise en coupe réglée et le Maroc est devenu maintenant la proie des vautours de l'économie et des finances internationales. Saïd Ayachi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Et puisqu'on évoque la question du Sahara occidental, le représentant du Front Polisario à l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a affirmé que les conclusions de la Cour internationale de justice dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques des politiques et pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al-Quds Est, s'appliquaient pleinement au Sahara occidental, un territoire occupé par la force et dont le peuple est privé de l'exercice de son droit à l'autodétermination, qui est pourtant une norme impérative du droit international. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste a fait de nouvelles victimes parmi les civils dans la bande de Gaza au 293e jour de son agression génocidaire contre l'enclave palestinienne. Au moins 30 Palestiniens sont tombés en martyrs et 146 blessés au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, dans plusieurs attaques faisant passer le bilan des victimes de l'agression génocidaire sioniste à 39 175 martyrs et 90 403 blessés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants.
Et au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs au sud de Khan Younes suite à un raid de l'occupation contre une maison dans la région de Kaysan al-Najjar, à l'est de la même ville. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à la suite de bombardements à Bani Souhaïla. Et 9 Palestiniens sur 10 ont été déracinés de force dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Et selon les agences humanitaires de l'ONU, environ 150 000 Palestiniens ont été contraints de se déplacer de Khan Younes en une seule journée, celle de lundi, suite aux ordres d'évacuation émis par l'armée sioniste, des déplacements qui compromettent sérieusement leurs chances de survie. Naïla et Hamouda. Ils ont un toit dans un endroit un peu particulier, un cimetière à Khan Younes. Fuyant les bombardements sionistes, des familles palestiniennes côtoient les morts. Nous sommes arrivés ici à pied, faute de moyens de transport. Nous vivons maintenant à côté du cimetière. Nous vivons à côté des morts. Les morts et nous sommes semblables, mais nous respirons et eux ne respirent pas. Je me suis réfugié ici parce qu'il n'y a pas d'endroit où rester. Je vis parmi les morts. C'est une honte que des enfants aient à subir cela et à vivre dans de tels endroits. J'ai peur, alors imaginez ce que ressentent les enfants. 9 personnes sur 10 Palestiniens ont été déracinées de force depuis le 7 octobre dernier, y compris des personnes qui ont été déplacées à plusieurs reprises. Des milliers d'enfants et de femmes sont usés par le génocide sioniste. Nous sommes perdus dans les rues. Nous avions l'habitude de dormir à l'hôpital, mais on nous a dit que c'était interdit. Alors, où pourrions-nous aller ? Nous sommes épuisés, cela fait 9 mois. J'ai 5 enfants, dont un nouveau-né, j'ai accouché pendant la guerre. La souffrance de ces familles déplacées est incommensurable. Côtoyer la mort à Gaza est devenu pour ces Gazaouis la norme. L'espoir d'une vie meilleure s'effrite. Il n'y a pas d'espoir. Chaque jour, ils nous disent que demain ou la semaine suivante, ils déclareront une trêve. Nous sommes désespérés et nous souffrons. Nous avons l'impression d'être déjà morts et qu'il ne reste rien d'autre que l'âme. Selon les agences humanitaires de l'ONU, environ 150 000 Palestiniens ont été contraints de se déplacer de Khan Younes dans le sud de Gaza en une seule journée, suite aux injonctions sionistes, intensifiant la pression sur les ressources en nourriture et en eau, ainsi que sur les endroits où trouver un abri. Et dans ce contexte, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, n'est pas une organisation terroriste. C'est ce qu'a affirmé le département d'État américain, tout en exhortant l'occupation sioniste à renoncer à cette appellation et à ces lois visant l'incrimination de cette agence onusienne. Il faut savoir que l'UNRWA compte plus de 30 000 employés au service de près de 6 millions de Palestiniens dans la région. Parlons à présent des manifestations aux États-Unis contre la visite du Premier ministre de l'entité sioniste Benjamin Netanyahou, des manifestations qui ont été organisées pour dénoncer le discours qualifié de honteux du Premier ministre sioniste devant une session conjointe du Congrès, boycottée d'ailleurs par de nombreux élus américains. Iman Merad. Vive réaction à l'issue du discours du chef du gouvernement sioniste Netanyahou devant le Congrès américain, exhortant les États-Unis à fournir plus d'armes pour poursuivre l'agression génocidaire à Gaza. Les députés démocrates ayant boycotté en grand nombre la séance ont sévèrement critiqué les propos du génocidaire. L'absence de Kamala Harris a eu son effet au Congrès, notamment auprès des républicains, accusant la vice-présidente de prendre position à l'encontre du dirigeant sioniste et son entité destructrice. Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, a qualifié le discours de Netanyahou de pire prestation d'une personnalité étrangère ayant eu l'honneur de s'adresser au Congrès, soulignant que les familles des otages réclamaient à ce jour un accord de cessez-le-feu.
Bernie Sanders, l'un des doyens des sénateurs américains, a pour sa part accusé Netanyahou d'être non seulement un criminel de guerre, mais aussi un menteur. L'ancien candidat à l'investiture démocrate a déclaré que la venue de Netanyahou au Congrès avait pour seul objectif de mener une campagne électorale. Côté palestinien, aucune illusion sur les objectifs de cette visite à l'échec patent a fait les gros titres de presse avant même qu'elle ait eu lieu. Mustafa Barghouti, secrétaire général de l'Initiative nationale palestinienne, a qualifié la séance du Congrès de séance de honte pour avoir accueilli un criminel de guerre qui commet des génocides et des nettoyages ethniques. Nous pensons que le discours de Netanyahou était une absurdité totale, remplie de gros mensonges et soutenu par une comédie absurde théâtrale des membres du Congrès qui sont généralement des ennemis idéologiques de la cause palestinienne, en particulier en raison de l'absence de ceux qui soutiennent le droit international. Il y a eu une grande absence au Congrès, en plus de la présence de manifestations massives en faveur des droits des Palestiniens et du droit international, car ce que Netanyahou a dit est complètement contraire au droit international, pose de nouvelles et fausses bases pour le Moyen-Orient et tente de détourner l'attention et faire croire que le problème au Moyen-Orient n'est pas Israël, mais une autre puissance. Coutumier des idées et des inspirations à caractère génocidaire, Netanyahou a appelé à une Gaza démilitarisée, affirmant que les efforts pour libérer les otages allaient réussir et remerciant le président Biden pour son soutien. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi à Alger la cérémonie de la 2e édition du prix du président de la République du meilleur exportateur. Une édition placée sous le thème engagement, réalisation et perspective. L'occasion pour Abdelmadjid Tebboune de rappeler les réformes engagées par l'Algérie pour atteindre la sécurité alimentaire. شهادة تقدير للمتوجة بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية للشركة ذات المسؤولية المحدودة Leader in Tradis Algeria ممثلة بالسيد محمد القيد. عن فئة جائزة أفضل مصدر خدمات. يسعدني أن أكون معكم اليوم وأحضر معكم مراسيم الطبعة الثانية لجائزة أفضل مصدر التي تأتي هذه السنة في أجواء احتفالاتنا المخلدة لذكرى عيد الاستقلال، وهي سانحة لاستذكار التضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار والسير على نهج الوفاء لهم وبتعزيز مكاسب بلادنا في مختلف المجالات. وفي هذا اللقاء المرتبط بالنشاط الاقتصادي في البلاد يجدر التأكيد على أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية لا سيما ما تعلق منها بأمننا الغذائي يبقى من أولى الأولويات. ضمن هذا المنظور شرعنا في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي. تصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم. Le président algérien a aussi relevé les indicateurs de croissance de l'économie algérienne, rappelant l'objectif d'atteindre un PIB de plus de 400 milliards de dollars à la fin 2027. وبالرغم من الإكراهات التي واجهتها بلادنا على غرار بلدان العالم إثر جائحة كورونا
فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات بالبلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وهو من أحسن إن لم أقول أحسن نسبة في البحر الأبيض المتوسط، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مما جعل اقتصادنا يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقياً. مع ارتفاع احتياط الصرف إلى 70 مليار دولار، بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات، والتي قاربت عتبة 7 مليار دولار. إن هذه النتائج الإيجابية تترجم واقعياً وفي الميدان الإرادة القوية لكسب رهان الخيارات الاستراتيجية التي واعتمدناها تجسيداً للالتزامات التي تعهدت بها. فالمؤشرات الإيجابية المسجلة في العديد من القطاعات تسمح لنا اليوم بأن نقول وبكل ثقة بأن قطار الإصلاحات يسير على الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية، وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهائي 2027. Je vous en parlais en titre également présidentiel du 7 septembre prochain en Algérie. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, a supervisé ce jeudi à Alger le transfert des dossiers de déclaration de candidature au siège de la Cour constitutionnelle. L'ANI a statué sur les dossiers déposés par 16 prétendants à la candidature à la prochaine échéance présidentielle et retenu les dossiers de 3 candidats, en l'occurrence le président sortant Abdelmadjid Tebboune, le premier secrétaire du FFS Youssef Aouchiche et le président du MSP Abdelali Hassani. Allez, sans transition, on passe au conflit en Ukraine. Kiev vient d'adopter une nouvelle position semblant privilégier le dialogue ou du moins des négociations préliminaires en envisageant notamment une seconde conférence pour la paix avec la présence de la partie russe. Le point avec Safwan Ben Sabri. Zelensky prêt à négocier avec les Russes, c'est la dernière sortie médiatique du président ukrainien. Kiev serait donc ouverte à un retour à la table des négociations, la même que celle des Russes. Kiev était pourtant sur une ligne d'opposition frontale à tout pour parler avec les Russes depuis plusieurs mois. C'est un changement de position considérable de la partie ukrainienne qui laisse prévoir une alternative pour la paix. Le président Zelensky, en déplacement au Vatican, a ouvert la porte à une solution diplomatique. Des discussions pourraient avoir lieu en terrain neutre. Une délégation russe pourrait même prendre parti à une conférence pour la paix, la deuxième du genre après celle de juin en Suisse. Une déclaration qui a suscité les réactions de divers observateurs et décisionnaires internationaux, dont la première partie concernée. Moscou a déjà réagi aux déclarations ukrainiennes. Pour le Kremlin, la question est difficile et complexe, avec différentes variantes. Moscou a par ailleurs indiqué vouloir savoir à quel point l'Ukraine était prête à négocier. Le porte-parole du Kremlin a cependant rappelé la volonté russe de s'engager dans des négociations éventuelles. À l'approche des élections américaines et d'une probable victoire de Donald Trump, signifiant un soutien moins conséquent à l'OTAN, Kiev se prépare désormais à un changement de scénario.
Pour rappel, la Russie défend un retour à une neutralité de l'Ukraine, un état tampon entre l'OTAN à l'ouest et la Russie à l'est. Merci chacun du travail qui a été fait. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a reçu hier soir à Moscou son homologue syrien Bachar al-Assad, alors que Moscou pourrait jouer un rôle de médiateur entre la Syrie et la Turquie. Le dirigeant russe a évoqué notamment l'escalade de la situation au Proche-Orient comme sujet de discussion, ainsi que leurs relations bilatérales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.